Salut, c'est Alain. À l'école, en cours d'histoire, on apprend que tel truc s'est passé à tel moment, que les causes profondes, ceci, cela, que les causes immédiates, voilà, et surtout, retenez bien tout ça pour le prochain contrôle. Pourtant, cela veut-il dire que l'histoire est une matière figée? Ne risque-t-on pas ainsi de croire que ce qu'on a appris est immuable, que de toute façon, le passé, c'est le passé, et qu'on ne peut plus rien y changer? Bon, l'objet ici n'est pas du tout de remettre en question les méthodes d'enseignement. Je ne suis pas compétent pour ça. Et c'est vrai aussi qu'on ne va pas refaire l'histoire. Pourtant, la connaissance qu'on en a n'est pas aussi figée qu'on pourrait le croire. Prenons Saint-Louis, par exemple. Si je vous demande de quoi il est mort, vous me répondez quoi? Reprenons au début. Saint-Louis, Louis IX, est mort lors de la 8e croisade, le 25 août 1270, à Carthage, devant Tunis. Après cela, on procède à la tripartition de son corps, c'est-à-dire la séparation des chairs et des viscères, du cœur et des ossements. Si vous voulez tout savoir, les entrailles partent comme reliques en Sicile, chez son frère Charles d'Anjou. En 1861, quand François II de Bourbon-Sicile est chassé de son royaume par les révolutionnaires de Garibaldi, il quitte Palerme pour Rome et emporte avec lui les reliques de son ancêtre. À sa mort, elle retourne en Afrique du Nord, lieu du décès de Saint-Louis, où l'on fait construire un monument reliquaire dans la cathédrale de Carthage, à 11 km au nord de Tunis. Elles quitteront la cathédrale en 1965 pour être transférées, toujours à Tunis, en l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Et en 1985, elles quittent la Tunisie pour arriver en France, à Saint-Denis, où elles resteront jusqu'en 1999. Depuis cette date, et jusqu'à aujourd'hui, elles sont à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. D'une part, la cathédrale lui est dédiée, et d'autre part, elle correspond à l'évêché de son lieu de naissance et de baptême, Poissy, dans les Yvelines. Pour ce qui est des ossements, c'est-à-dire la partie noble, imputrescible, elle est ramenée en grande pompe à la nécropole des rois de France, à Saint-Denis, où ils seront enterrés dans un magnifique tombeau disparu pendant la guerre de 100 ans. De toute façon, il ne renfermait plus rien, Philippe le Bel et ses successeurs leur ayant trouvé un magnifique usage en tant que cadeau diplomatique auprès de la plupart des cours d'Europe. Tout a été dispersé et a fini par quasiment disparaître. Enfin, il reste quelques petits éléments, comme un petit os du crâne qui était à Tunis avec les entrailles, un morceau non identifié, peut-être un os du poignet à Saint-Denis, la mâchoire et une côte à Notre-Dame de Paris, et quelques autres. Quant au cœur, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Est-il parti avec les viscères à Monreale, près de Palerme? Ou au contraire, avec les os vers la France? Il pourrait avoir été retrouvé le 15 mai 1843 sous une dalle au centre de l'abside de la Sainte-Chapelle, à Paris. Hypothèse très possible, défendue par de nombreux historiens, mais combattue par d'autres. Rien n'est certain pour le moment, et il est censé se trouver à Monreale, justement dans un reliquaire. Mais revenons à la raison de sa mort. Une épidémie qui touche l'ensemble de l'armée, nous dit-on. Nous avons plusieurs textes qui nous en font part, mais voici principalement comment le relate Guillaume de Nangis, garde des chartes de Saint-Denis, à partir de 1289, soit
moins de 20 ans après la mort du roi, pas encore saint. Les jours qui suivirent l'entrée des chrétiens sur la terre de Tunis furent sans succès et sans événement important d'une part ni de l'autre. Les Sarrasins harcelaient nos gens qui les repoussaient de leur mieux. Le temps passait sans conséquences graves pour les deux armées, mais cependant funeste au repos et à la santé de nos troupes. Nuit et jour, il fallait être aux aguets et courir aux armes au premier signal. Cette vie de fatigue et de privation ne tarda pas à engendrer des maladies dans notre armée. Des maladies. L'impureté de l'air, tantôt brûlant, tantôt humide, le manque d'eau et de vivres réconfortants, le défaut de remèdes et de soins accélérèrent les ravages de l'épidémie. Le nombre des malades et la diversité des maladies augmentaient tous les jours. Le roi lui-même, déjà souffrant en quittant la France, accablé par les fatigues de la guerre, affaibli par l'installation défectueuse des tentes, ressentit les atteintes de la fièvre et comprit dès les premiers instants qu'il ne s'en relèverait pas. Je vous ai sauté le passage avec la liste des barons et des princes qui sont les premiers à mourir. Et après cela, Nangis nous fait part des recommandations du roi auprès de son fils Philippe, de sa mort très sainte et pieuse, mais nulle part il n'est question de peste ni de quoi que ce soit qui nous permette d'identifier une quelconque maladie précise. Quant aux autres chroniques, elles sont encore moins précises. Pour les grandes chroniques de France, alors il advint que Jean Tristan, le fils de Saint-Louis, comte de Nevers, tomba malade. Il fut transporté sur son navire et mourut aussitôt. Et le jeudi suivant, le légat mourut également, et beaucoup d'autres gens de qualité moururent de diverses maladies, à cause du mauvais air qui les entourait et du manque d'eau potable. Le roi souffrit d'abord de diarrhée, puis fut pris d'une fièvre aiguë qui l'obligea à s'aliter complètement. Et il comprit bien qu'il allait devoir payer le tribut de la nature. Et c'est à peu près tout. Quant à Joinville, le compagnon fidèle qui accompagne le roi partout, il n'était tout simplement pas là. Du voyage qu'il fit à Tunis, je ne veux rien compter ni dire, parce que je n'y fus pas, Dieu merci, et je ne veux rien dire ni mettre en mon livre de quoi je ne sois certain. Nous parlerons donc de notre saint roi sans plus, et nous dirons ainsi qu'après qu'il eut abordé à Tunis devant le château de Carthage, une maladie le prit, un flux de ventre, pour laquelle il se mit au lit, et il sentit bien qu'il devait en peu de temps passer de ce siècle à l'autre. Ça, ce sont donc les faits bruts de fonderie, tels que transmis par les chroniqueurs de l'époque. Tout ce qu'on peut noter, dans les détails que donne Nangis, c'est que les conditions du campement sont déplorables, que tout le monde a souffert avant même d'arriver à Tunis, et que plusieurs maladies se répandent en épidémie. Bon, d'accord, on ne sait sans doute pas trop, mais disons qu'il y a toutes sortes de symptômes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que tout le monde identifie la maladie du roi comme un flux de ventre, une grosse diarrhée, quoi. Une grosse fièvre, mais pas de problème respiratoire, pas de bubon, une énorme gastro, quoi. Pas de symptômes de peste. La peste, elle est quand même bien citée quelque part. Nos profs de collège n'ont pas inventé ça rien que pour nous pourrir la vie. Jules Michelet, au XIXe siècle, est formel. Louis IX avait été le roi parfait, tel qu'on le comprenait à cet âge. Il fut le dernier
à abandonner la Terre Sainte aux infidèles. Il conduisit en personne les 2 dernières croisades, la 7e et la 8e. Dans la 7e de 1250, dirigée contre les musulmans d'Égypte, il faillit périr et fut fait prisonnier. Dans la 8e, en 1270, dirigée contre les musulmans de Tunis, il mourut de la peste. Alors d'où est-ce qu'il sort ça? Lui non plus n'a évidemment pas tout inventé. On peut ne pas aimer Michelet, mais il est quand même très sérieux dans sa démarche et n'aurait aucun intérêt particulier à travestir un détail comme la maladie fatale à Louis IX. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est ne pas lui donner son attribut de saint. En fait, c'est assez logique. Depuis l'Antiquité, on utilise le terme de pestis, en latin, pour parler de contagion ou d'épidémie. Au Moyen-Âge, que ce soit Grégoire de Tours, au VIe siècle, dans son Histoire des Francs, en ce temps-là, une forte peste frappa de nouveau le peuple dans les Gaules. Ou alors Frédéguerre, vers 660. Une peste misérable envahit la Gaule et tua de nombreuses personnes sans pitié. Ou encore Bède le Vénérable, vers 731. Une grande mortalité et une peste sévère ravagèrent les terres des Anglais, etc. Je pourrais multiplier les exemples comme ça. Et bien avant les récits mentionnant la peste noire du XIVe siècle. Pestis, c'est une épidémie, une maladie non identifiée et contagieuse, rien de plus. Si le mot finira par désigner la peste bubonique, c'est beaucoup plus tard, ne serait-ce que pour une bonne raison. Le bacille de la peste, Yersinia pestis, n'est découvert qu'en 1894 par Alexandre Yersin, un bactériologiste franco-suisse travaillant pour l'Institut Pasteur. Même au XIVe siècle, la peste noire n'est pas trop identifiée. Ce n'est qu'une maladie de plus, une contagion envoyée par Dieu comme châtiment. Et ce mot « peste » va lentement dériver de son sens étymologique initial, un fléau, vers celui de maladie contagieuse, à tel point que pendant longtemps, on identifiera comme peste le typhus ou la fièvre typhoïde, pour enfin prendre celui d'une maladie spécifique, la peste noire ou bubonique. Et quand Michelet parle de peste, à propos de Saint Louis, ce n'est pas sans incidence, puisque c'est à partir notamment de ses écrits qu'à la même époque, la fin du XIXe siècle, on rédige les manuels scolaires de l'école obligatoire de Jules Ferry. À un moment ou à un autre, nous avons donc certainement tous été influencés par cela. Que nous ayons eu ces manuels entre les mains, ou que ce soit nos propres professeurs. Bon, tout ça ne nous avance pas beaucoup. On a alors évoqué une mort pour cause de dysenterie. Qui a proposé ça en premier? J'avoue que je n'en sais rien du tout, je n'ai pas trouvé. Mais de nombreux historiens d'aujourd'hui, a priori sérieux, en font mention. À titre d'exemple, pour Régine Pernoud, dans un précédent ouvrage, nous nous amusions à rappeler le résumé des manuels scolaires de jadis à propos de la mort de Saint Louis. Saint Louis est mort de la peste à Tunis lors de la 8e croisade. Un tissu d'erreurs, il ne s'agissait pas de peste, mais de dysenterie. Et on trouve ce jugement formel chez beaucoup d'autres. Même Jacques Le Goff, qu'on ne peut pas non plus taxer d'amateurisme, nous explique que le fléau méditerranéen, l'épidémie de dysenterie et de typhus, fond sur l'armée des croisés, ce qui causera la mort de Jean Tristan le 3 août et de son père, Saint Louis, le 25. C'est compréhensible. La dysenterie est une maladie infectieuse du côlon, caractérisée par une diarrhée souvent mêlée de sang. Cela correspond parfaitement à cette notion de flux de ventre mentionnée par Joinville.
Elle est provoquée par une infection parasitaire ou bactérienne, telle qu'on pouvait en trouver sur un campement militaire plutôt insalubre, comme celui décrit par Nangis. Sans étude sur le corps même de Saint Louis, c'est vrai qu'avec les connaissances médicales du début ou milieu du XXe siècle, il était assez logique qu'on en arrive à cette conclusion. Il faut dire que dès le VIe siècle, on a une description assez précise de ce que l'on qualifie de dysenterie, par Grégoire de Tours. Au moment où les rois en discorde se préparaient encore à la guerre civile, toute la Gaule fut envahie de la dysenterie. Ceux qu'elle attaquait étaient saisis d'une forte fièvre avec des vomissements et de grandes douleurs dans les reins. Leur tête et leur cou étaient appesantis. Ce qu'ils vomissaient était de couleur de safran ou même vert. Plusieurs assuraient que c'était un poison secret. Les paysans l'appelaient le feu de Saint-Antoine. La dysenterie est même citée dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Mais il arriva que le père de Publius était couché, oppressé par la fièvre et la dysenterie. Paul est entré chez lui, il a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Le parallèle est donc assez évident pour les historiens de faire entrer la maladie de Saint Louis dans ce cadre, dans la mesure où, pour cette fois, les symptômes correspondent. Je précise que je vous cite là les hypothèses les plus sérieuses et courantes, parce qu'on trouve des historiens qui parlent d'empoisonnement, voire même de piqûres de scorpions. Mais ces théories ne sont pas tellement diffusées en fait. Alors je l'ai dit, pour savoir, rien de tel qu'une vraie analyse médicale, non pas sur les écrits, mais sur le corps proprement dit. Pas facile ici parce que non seulement le corps a été tellement dispersé par Philippe le Bel et ses successeurs qu'il n'en reste pas grand-chose, mais également parce que les fragments restants sont considérés comme des reliques très précieuses par l'Église catholique. L'autorisation a malgré tout été donnée et l'étude a été réalisée. Je vous passe les détails à la fois de l'authentification de la relique comme appartenant bien à Louis IX, mais aussi de l'analyse médicale des maladies parce que c'est très très long. Vous pourrez regarder ça plus en détail si vous le voulez à partir des sources que je vous donne en commentaire. Mais c'est extrêmement sérieux et le médecin légiste et paléopathologiste Philippe Charlier, en collaboration avec une équipe de chercheurs de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, a publié ses conclusions en 2019 dans un article de la revue internationale Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. Une étude macroscopique de la mandibule de Saint Louis a donc permis d'avoir le dernier mot. Et le coupable de meurtre est finalement le scorbut, une maladie due à une carence en vitamine C. Ça se traduit chez l'être humain, dans ses formes les plus graves, par un déchaussement des dents et la purulence des gencives, des hémorragies, puis finalement la mort, Burke. La mâchoire étudiée était d'ailleurs totalement édentée. Là encore, c'est assez logique et on aurait peut-être dû y penser plus tôt. Les symptômes d'abord qui sont cohérents avec les écrits contemporains de la croisade fatale, et notamment ce que Joinville appelle maladie de l'ost. Gingivite nécrosante, pourrie gencive, grave douleur auriculaire sur les jambes, la maladie de l'ost étant la bouche et jambes, fièvre, perte de tonus musculaire, la chair de nos jambes s'échoua toute et l'e-cuir de nos jambes devenoit tavelé de noir et de terre, et de saignement de nez. À nous qui avions cette maladie, venait chair pourrie et gencive, nul ne s'échappoit de cette maladie que mourir ne l'en convenit. Les signes de la mort estoient tels que là où il n'y saignoit, il convenoit mourir. Ça a beau être un français pas très moderne, c'est quand même assez clair. Et c'est également
parfaitement cohérent avec le mode de vie de Saint Louis. On ne va pas se mentir, on ne peut pas dire qu'il était très soigneux de son alimentation ni de son hygiène de vie en général. Déjà, il passait beaucoup de temps avec les malades en tout genre, les soignant lui-même, leur donnant à manger, bref, les côtoyant au plus près. On dit même, s'il faut en croire Guillaume de Saint-Patus, confesseur de la reine Marguerite, l'épouse du roi, qu'il lui est arrivé d'ensevelir de ses mains les cadavres décomposés de ses soldats tombés à Sidon. Pas très sain, S-A-I-N, si je puis me permettre ce jeu de mots douteux. Quant à sa nourriture, ce même confesseur nous donne d'autres détails. Il ne goûtait qu'aux petits poissons, mais il faisait souvent découper les gros pour laisser croire qu'il y avait touché. Quelquefois, un seul potage était tout son dîner, le reste des plats passait à l'aumône. Quand on lui servait des viandes, accompagnées de sauces délicieuses, il y mettait une grande quantité d'eau pour en faire disparaître le goût. De même, quand on lui servait des mets de primeur, comme des lamproies en première saison, des légumes, des fruits, il n'en prenait jamais. Nous y voilà. Pour ce qui est des 5 fruits et légumes par jour, on repassera. Je rappelle aussi que les fruits, poussant en hauteur, donc près de Dieu, sont réservés à la noblesse. Faisant preuve d'humilité, Saint Louis se les interdit. Pour être en manque chronique de vitamines et attraper un truc comme le scorbut, il n'y a pas mieux. Et je passe sur les jeûnes et mortifications diverses qui ne devaient pas lui améliorer la santé. On comprend pourquoi Nongis précise que le roi était déjà souffrant en quittant la France. À ce propos, les recherches de Philippe Charlier ont également montré que notre patient souffrait de plusieurs infections parasitaires, dont Schistosoma hematobium, le responsable, mais vous le saviez bien sûr, de la bilharziose urinaire. Si, un truc chopé en traversant un marécage. Selon le scientifique, il aurait contracté ça à Damiette, en Égypte, lors de la 7e croisade, soit environ 20 ans plus tôt. Pas très en forme, notre souverain, donc. Et ce n'était pas très raisonnable d'aller se lancer dans une croisade mal préparée et de vivre un siège insalubre à Carthage. Alors tout ça nous mène à quoi? Parce que finalement, la vraie cause de la mort de Saint Louis, c'est pas un truc dont on se sert couramment dans la discussion. Dans le récit de l'histoire du monde, c'est quand même un peu un épiphénomène. Ouais. Mais cela nous montre qu'il faut être prudent, très prudent même, si l'on se targue d'une connaissance sérieuse. Je ne sais pas si on peut qualifier l'histoire de science, à proprement parler, dans le sens des matières scientifiques, opposées aux matières littéraires, mais en tous les cas, elle s'appuie sur des recherches scientifiques très sérieuses et une méthodologie rigoureuse. Oh, il est facile de tout remettre en question et de lancer une théorie plus ou moins bizarre. Mais ce n'est pas seulement ça. Il est des écrits, des auteurs, qui ont été des références et qui finissent par devenir obsolètes. Et je ne parle pas seulement du XIXe siècle. Attention à ne pas rester figé sur ces acquis sans les remettre en question sous prétexte que un tel l'a dit et quand même c'était quelqu'un de sérieux. Ouais, la plupart, hélas pas tous, la plupart des historiens sont sérieux. Mais la connaissance avance, évolue, change. On ne réécrit pas le passé, on ne bouleverse pas tout. On met à jour ce qu'on sait au gré des nouvelles découvertes. Dans le cas précis qui nous occupe, on pourrait se dire que cette fois, c'est bon, la science a tranché. Ouais, mais qui peut dire s'il ne reste pas des choses à découvrir? La fameuse bilharziose urinaire, au bout de quelques années, peut favoriser un cancer de la vessie. Or, Saint Louis l'a eu sans doute pendant près de 20 ans. Alors, qui sait si... Je compte donc sur vous pour rester à l'écoute des travaux sérieux, pas des théories fumeuses qui ne reposent sur rien, hein, et enrichir continuellement votre savoir, même si ça remet en cause ce qu'on vous a appris il y a des années.
Maintenant, pour s'y retrouver dans le fatras actuel entre sciences sérieuses et pseudo-sciences fumeuses, là je compte sur votre propre bon sens, bien sûr, mais surtout sur les deux piliers de toute étude scientifique, rigueur et méthode.